Eh bien voilà, bonsoir tout le monde, on est live sur Facebook, donc on va pouvoir commencer cette belle soirée, cette belle heure et demie qu'on va passer tous et toutes ensemble. Alors mon nom est Bertrand Vert, je suis un de ces nombreux Français et Françaises qui résident en Belgique, puisque nous sommes 250 000 à vivre dans le royaume, dans le beau royaume de Belgique. J'y vis depuis une vingtaine d'années et je suis impliqué chez Europe Écologie Les Verts depuis presque autant de temps ici en Belgique. Je suis aussi élu local maintenant depuis 8 ans dans la belle commune d'Ixelles, une des communes où par ailleurs il y a le plus de Françaises et de Français en Belgique. Voilà, je suis co-chef de groupe du groupe Écolo Groen de cette commune qui est dirigée donc par un bourgmestre écolo. Alors ce soir, je vais être votre accompagnateur, j'allais dire de train. Euh, j'ai une petite pensée, enfin, je mène une grande pensée pour ma comparse et ma co-tête de liste, Léa Charlet. Léa qui a été appelée pour des raisons professionnelles et qui malheureusement ne pourra pas être là ce soir. Mais voilà, initialement, on voulait vous accompagner à deux. Voilà, voilà. Cette soirée, elle va être dédiée donc à un sujet, comme on le dit, comme on l'a dit dans les invitations, un sujet crucial ou très important en tout cas pour la communauté des Françaises et des Français de Belgique, qui est celui de la mobilité et des transports. Ces populations qui bougent évidemment, que ce soit en Belgique ou surtout depuis la Belgique en direction de la France, d'où nous sommes originaires. Évidemment, il n'y a pas que nous qui bénéficions de cette mobilité, mais voilà, ça va être le sujet central de cette soirée. D'ajouter que cette soirée, en fait, elle a pour originalité de s'inscrire dans une double campagne électorale. Alors, les campagnes électorales, c'est des moments importants de nos démocraties. C'est des moments qu'on espère le plus possible joyeux, de rencontres, de partage, de réflexion, de débat. Euh, Dans le contexte du Covid, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, donc c'est double campagne électorale, c'est-à-dire que nous, en Belgique, Françaises et Français de Belgique, le 30 mai prochain, nous allons devoir, en fait, nous allons pouvoir élire nos conseillers consulaires ou conseillers des Françaises et des Français de Belgique. Il y en aura 7 qui seront mis en place à partir de début juin. Voilà, c'est un petit peu nos élections locales de la communauté des Françaises et des Français de Belgique. Et puis, il y a une campagne électorale qui bat son plein aussi en France, les fameuses élections régionales. Là, c'est bien sûr Karima qui délie, euh, présidente de la commission transport du Parlement européen et candidate à la présidence de la région Hauts-de-France, qui évidemment nous en dira plus. Et c'est donc dans cette double dynamique que cette soirée s'organise. Je ne vais pas la faire plus longue. Je vais en fait, comment est-ce qu'on va organiser un petit peu les débats? On va donner environ 10 minutes à chacune de nos intervenants. On va commencer donc par Nicolas Parent, qui est député fédéral écolo. Et là-dessus, en fait, vous le comprenez peut-être certainement, c'est que Nicolas, en fait, remplace au pied levé le vice-premier ministre belge, euh, Georges Gilles Quinet. Et parce qu'aujourd'hui, en Belgique, Karima, pour information, on a eu des belles nouvelles, des bonnes nouvelles rassurantes qui font chaud au cœur, puisque le CODECO, qui est le comité interministériel, si je puis dire, qui gère la Covid, vient d'annoncer un scénario de sortie de crise. Sorti. Voilà. Et donc, Georges Gilles Quinet est toujours en réunion et il va devoir répondre aux médias. Et c'est donc Nicolas Parent, qui est député fédéral écolo, originaire de la région de Liège, qui siège à la commission mobilité, qui va le remplacer. Et puis, on continuera la soirée avec Philippe Henry, pour nous parler un petit peu de la mobilité et des transports en région wallonne et pas que, région qui est frontalière. Un élément très important de cette soirée, la frontière, qui n'est que dans, peut-être encore un petit peu dans les esprits, mais surtout dans les partages administratifs. Mais la réalité, elle est bien différente. Et donc, il nous en parlera, Philippe. Et puis, toi, Karima, tu termineras. Voilà. Et on finira, après vos 3 interventions, par accueillir les questions que vous pourrez poser en fait dans le chat sur Facebook. Voilà.
Je m'arrête là. Nicolas, the floor is yours. Je vous laisse aller. Merci Bertrand pour cette introduction. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Philippe et bonsoir à Karima. Je connais effectivement, comme tu l'as dit Bertrand, je suis de la province de Liège, donc je connais Philippe depuis de nombreuses années à travers les campagnes électorales et le travail politique également. Et je commence à connaître aussi Karima, puisque j'ai eu l'occasion d'inviter Karima lors d'une audition du Parlement Benelux. Je vais expliquer en 2 secondes ce que c'est, hein, Bertrand. Mais sur le sujet des trains de nuit, un sujet dont on va parler certainement ce soir, qui est très intéressant. Et donc, à ce titre, on a pu entendre Karima Delli, donc, lors d'une session du Parlement Benelux consacrée aux trains de nuit. Et nous travaillons activement sur cette question avec des perspectives de textes qui seront bientôt déposés. Donc, c'est un plaisir d'être là ce soir et un plaisir de pouvoir participer à un événement de campagne d'Europe Écologie à qui je souhaite plein succès, tant dans vos élections consulaires que les élections régionales, qui s'annoncent passionnantes parce que au sein d'Ecolo en Belgique, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger, hein. Il y a eu le succès récent des Verts allemands, et on sent vraiment qu'il y a toujours cette vague verte qui est là. Il y a évidemment le contexte pandémique, mais on sent que les gens ont besoin d'espoir et de projets politiques qui soient tournés vers l'avenir, ce que nous incarnons, que ce soit en Belgique, mais aussi en France. Donc, bonne chance déjà à tous les candidats d'Europe Écologie qui se présentent à ces différentes élections. Alors, comme cela a été dit, je ne suis pas Georges Gilles Quinet et je vous prie de l'excuser encore une fois, mais je pense que la journée était extrêmement importante pour les perspectives qu'on va donner aux citoyens à partir de juin et pour l'été aussi, hein. Il y avait besoin de perspectives, notamment pour le secteur culturel, mais pas que, pour le plaisir de se revoir aussi. Et donc, je disais, je suis parlementaire en charge des questions de mobilité au niveau fédéral. Donc, je suis activement à la commission mobilité où siège notre ministre. Mais je suis également représentant écolo au niveau de l'Assemblée du Benelux. Alors, le Benelux, c'est Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Donc, c'est une assemblée interparlementaire qui travaille justement sur les questions transfrontalières et notamment sur l'enjeu de mobilité. Donc, c'est précisément ce qui nous réunit ce soir aussi, c'est de voir comment améliorer ces questions de mobilité, parce qu'il est évident que bouger est un besoin, mais c'est aussi une liberté. Et de tout temps, les populations ont bougé et par définition, ces déplacements ne connaissent pas de frontières. Quand les hommes se sont toujours déplacés et les frontières ont été tracées artificiellement, mais il y a toujours eu des besoins de déplacement. Et donc ici, la question, c'est comment on organise au mieux ces déplacements, qu'on habite, qu'on soit résident français en Belgique ou qu'on soit belge travaillant en France, par exemple. C'est comment organiser au mieux ces déplacements. Alors, un petit clin d'œil à l'actualité, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais la Belgique vient de gagner 10 arts, hein, 10 arts à Erkeline, lors d'une bataille franco-belge entre un agriculteur et une bande frontière. Donc, on vient de s'élargir. Ça, ça c'est pour le clin d'œil, mais donc, c'est 10 arts sur une frontière qui en fait 620 km de frontière franco-belge. Donc, c'est évident qu'au-delà de ce chiffre, il y a beaucoup de populations qui traversent quotidiennement cette frontière. Donc, il y a un besoin de mobilité qui est présent. Plus, comme tu l'as dit, 250 000 Français résidant en Belgique. Il y a aussi beaucoup de Belges qui travaillent à Paris notamment et dans le nord de la France. Et donc, ces questions de mobilité, aujourd'hui, on constate que ces dernières décennies, plutôt devrais-je dire, ces modèles de déplacement ont été construits encore plus pour les questions transfrontalières sur des modèles qui sont autocentrés, voire centrés sur l'aviation aussi.
un peu moins dans le cadre des transferts transfrontaliers, mais en tout cas sur des modes de transport qui sont polluants, qui ont des conséquences négatives pour l'environnement. Et ce qu'on va chercher à faire ici lors de cette législature, ce qu'on a déjà essayé par les législatures passées, mais c'est de pouvoir arriver à un shift modal, donc à un basculement de nos modes de mobilité. Et moi, je vais essentiellement centrer l'intervention qui était prévue notamment par Georges, mais c'est évidemment un projet écolo au niveau fédéral sur la question du train. Parce que dans les alternatives prioritaires à donner à ces modes de transport routiers, particulièrement, il y a le fait que le train a été placé par Écolo au niveau fédéral comme une colonne vertébrale de la mobilité de nos déplacements. Et donc, le projet ici que nous avons au niveau du gouvernement fédéral, c'est de pouvoir sortir d'une situation où notre entreprise ferroviaire, en fait, et je pense que c'est la même chose au niveau de la SNCF, mais a subi une politique d'austérité assez forte ces dernières décennies, de désinvestissement dans le rail. Donc, que ce soit au niveau des liaisons, certaines liaisons ont été abandonnées, certaines liaisons ont été euh, diminuées par deux. Il y a eu des fréquences qui ont été diminuées. L'offre ferroviaire, en fait, a globalement diminué ces dernières années. Et sous la dernière législature, il y a une politique d'austérité extrêmement dure, extrêmement forte sur l'opérateur ferroviaire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation paradoxale avec un défi, on le sait, pour atteindre nos objectifs climatiques, parce que le secteur du transport est un de ceux qui ont les plus progressé en termes d'émissions de CO2 de manière négative, je parle. Donc, ce défi climatique qui est là, et d'autre part, une entité ferroviaire qui doit être la colonne vertébrale de notre mobilité et qui a subi des politiques de désinvestissement. Ce qui est vrai pour le transport de passagers intra-Belgique, l'est aussi pour les connexions transfrontalières. Au niveau de l'Assemblée Benelux, je suis confronté chaque mois à des questions portant sur les difficultés de connexion entre les Pays-Bas et la Belgique ou entre Arlon et le Luxembourg. Mais c'est également vrai pour les connexions, évidemment, entre la Belgique et la France. Je vais venir sur les détails des projets, mais globalement, dans la vision et dans le projet politique qu'on porte au niveau fédéral, il y a cette dimension internationale qui est très importante à nos yeux et qui se caractérise par, d'une part, une question d'abord de gouvernance, qui est de pouvoir dialoguer, parce que, on sait bien, chacun a son entité ferroviaire, on n'est pas dans une Europe intégrée du rail, c'est un rêve qu'on peut avoir, mais aujourd'hui, ce sont des entités nationales, et donc, Georges Gilles Quinet est très attaché à dialoguer et à rencontrer ses homologues frontaliers. Donc, il a encore récemment rencontré le ministre néerlandais de la mobilité sur ces enjeux transfrontaliers. Il a fait la même chose avec son homologue luxembourgeois. Et la semaine prochaine, il rencontre le ministre français des Transports, M. Djebari, c'est exact, pour évoquer justement différents projets et les perspectives de la collaboration franco-belge au niveau du rail. Donc il y a vraiment, au-delà de la dimension européenne où la Belgique veut jouer un rôle très actif dans cette Europe du rail, il y a aussi une conscience du fait qu'on doit travailler aussi à la collaboration renforcée entre nos pays frontaliers. Je vais expliquer pourquoi concrètement. En fait, il y a deux enjeux que je vais développer. La première, c'est la question des enjeux frontaliers. La seconde, c'est celui des connexions longues entre la Belgique et la France. Au niveau transfrontalier, mais il y a une série de connexions qu'on connaît bien, Bruxelles-Paris par exemple, etc. Mais il y a aussi bon nombre de lignes qui connectent par exemple la Wallonie à la France, notamment Tournai-Lille. Et il y a des connexions par contre qui, ces dernières décennies, ont disparu et qui serait peut-être intéressant, enfin, dont on doit étudier le potentiel et peut-être intéressant de pouvoir réinvestir. Dans cette optique de shift modal, il est intéressant d'offrir aux habitants transfrontaliers des solutions de mobilité qui passent aussi par le rail.
Et au niveau de la SNCB, je dirais que le projet le plus mûr actuellement est celui de la liaison entre Mons et Valenciennes, hein. C'est un projet qui pourrait marquer justement ce changement d'époque entre une logique de désinvestissement pour une logique de réinvestissement, sachant qu'aujourd'hui, il manque 2 km de voies du côté français, 700 mètres du côté belge. Du côté belge, des budgets ont été prévus, mais il reste différents obstacles en matière d'harmonisation, de signalisation, de passage à niveau. Voilà. Et ce type de dossier sera au cœur des discussions dans les échanges prochains entre nos ministres fédéraux et nationaux de la mobilité belge et français. Donc, ça, c'est un projet très concret sur lequel on veut avancer. Évidemment, il y en a d'autres et tous n'ont pas le même degré d'avancement et de possibilités, mais des études sont en cours de réalisation concernant les connexions pour un peu descendre sur la carte, plutôt du côté Ardennes, entre Dinan et Givet. Il y a aussi des perspectives à ce niveau-là, même si le dossier est plus compliqué parce que le niveau les besoins pour réaliser cette connexion sont bien plus lourds. Et également, les connexions, l'amélioration des connexions entre Tournai et Lille. Vous savez que cette région transfrontalière est au sein de l'Eurométropole, hein, donc avec comme ville phare du côté français la ville de Lille qui rayonne bien au-delà de la frontière étatique. Et là, il y a des problèmes actuellement de matériel roulant qui perturbent la qualité des connexions. Et donc, ça, c'est typiquement un enjeu sur lequel il y a des solutions qui sont sur la table et sur lesquelles on a envie d'avancer pour améliorer la qualité de la connexion entre les deux côtés de la frontière. Sur évidemment un dossier qui a marqué ces dernières années, ça a été la disparition du Thalys wallon, hein. Il y a eu le Thalys qui reliait les grandes villes wallonnes à la France en direction de Paris. Il a été remplacé par des lignes au départ, notamment de Namur vers Maubeuge et également au départ de Mons. Là, il y a des études qui sont en cours aussi pour voir quelle suite à donner à ce type de liaison pour justement optimaliser en fonction du public qui pourrait être capté, sachant que aujourd'hui, il y a aussi la connexion Bruxelles-Paris et que ce type de connexion présente parfois des avantages en termes de temps qui fait qu'une connexion qu'on pensait peut-être opportune à une époque est fortement concurrencée et qui pourrait donc être mieux utilisée autrement. Donc ça, c'est aussi un dossier qui est intéressant pour les années à venir. Ceci pour l'aspect, je dirais, transfrontalier. Après, il y aura le moment de questions-réponses, hein, donc, je suis un peu comme le TGV, là. Je ne m'arrête pas, mais, mais donc s'il y a la moindre question par rapport à un degré de détail qui est trop poussé, n'hésite pas à m'interrompre, Bertrand. Le second point, c'est la question je dirais, des trains internationaux, parce que dans une logique comme je l'ai dit, de shift modal, évidemment, il y a un des enjeux, un autre concurrent par rapport au rail, c'est le train, c'est l'avion, c'est le secteur aérien. En termes d'émissions de CO2 et en termes d'évolution ces dernières années, le modèle qui a été construit avec un subventionnement très poussé du secteur aérien. Karima Deli connaît très bien cet enjeu. On a une concurrence déloyale, je dirais, entre un mode de transport non polluant et le transport aérien, sachant que le rail peut être plus rapide que l'avion. Quand on est sur des courtes distances, par exemple entre Paris et Bruxelles, c'est plus avantageux en termes de temps
de prendre le train. On pense souvent à tort que c'est le contraire, mais il y a une question de performance qui est là pour le train. Et au-delà, pour les connexions longues, euh, pour sortir de cette logique de saut de puce entre aéroports européens, il y a les perspectives de trains à grande vitesse, évidemment pour le trafic de jour, mais il y a également les perspectives de redéploiement des trains de nuit qui gomme cette difficulté que sur des longues distances, le train forcément prend un peu plus de temps, mais ce temps qui soi-disant est perdu, ben, on va dans un train de nuit le passer avec une nuit agréable dans un wagon couchette qui n'est pas l'image qu'on peut avoir des anciens trains de nuit un peu durs, mais qui sont un moment intéressant et déjà qui fait partie du voyage en fait, et donc qui offre une alternative dans une perspective de trajet ludique aussi vers d'autres destinations. Et donc ce développement des alternatives au niveau des connexions entre la Belgique et la France, il est aussi soutenu par la Belgique. Donc dans quelques jours, je pense qu'il y aura un appel qui sera, il y a différents dossiers en cours sur ce volet international. D'une part, il y aura un appel qui va être relancé dans les prochains jours concernant le Trans-Europe Express, qui fera l'objet, enfin, qui a déjà fait l'objet d'un soutien de la Belgique. Donc, c'est améliorer les connexions à grande vitesse entre le nord de l'Europe, le sud de l'Europe, l'est et l'ouest. Ce projet de Trans-Europe Express, en fait, a existé entre 1957 et 1980, mais progressivement, ce type de projet s'est éteint au profit de modes de déplacement et d'une conception des déplacements intra-européennes plus centrée notamment vers le développement de l'avion. Il y a au niveau des projets de développement un axe qu'on souhaite aussi soutenir, c'est le développement de la ligne Bruxelles-Zurich, qui, en passant par Strasbourg, alors Bruxelles-Strasbourg, les parlementaires européens connaissent bien cette ligne, donc évidemment il y a un enjeu de mobilité aussi avec un symbole européen qui est là derrière, mais donc c'est une perspective. Et au niveau des trains à grande vitesse, je ne vais pas m'étendre en longueur sur le sujet, mais vous aurez vu aussi au niveau de l'actualité qu'il y a des difficultés pour certaines liaisons. Je parle notamment de l'Eurostar, avec ses connexions vers l'Angleterre. Et donc là, il y a une préoccupation par rapport à l'avenir de ce type de connexion. Évidemment, il y a une participation belge, c'est vrai, mais c'est une activité qui ne ressort pas du contrat de gestion, donc des obligations de service public de la SNCB, de l'opérateur ferroviaire belge. Et dès lors, on n'a pas aujourd'hui beaucoup plus d'informations sur une aide éventuelle et sur les pistes de solutions par rapport à l'état financier de cette connexion. Néanmoins, du côté bruxellois, du côté de la région bruxelloise, il est évident qu'il y a une volonté forte de pouvoir maintenir ces connexions, cette connexion qui passe Bruxelles-Londres via Lille. C'est vraiment un dossier qu'on aura à cœur de suivre et voir quelles solutions peuvent être apportées. Je sais bien que c'est un dossier qui est d'actualité brûlante et ça méritait, je pense, un petit mot. Au niveau des trains de nuit, et je clôturerai là-dessus, je pense que j'arrive progressivement aux 10 minutes. T'es bien là, t'es bien. Ouais. Ah, super, super. Bon, ok, je vais arriver à l'heure à quai, alors très bien, Voilà. super. Au niveau des trains de nuit, ben, vous aurez vu plusieurs aussi projets. En fait, il y a une émulation pour le moment qui est assez chouette à vivre, hein. Au niveau belge, il y a plusieurs projets qui ont privés, qui ont vu le jour avec des projets de destination, de connexion au départ de Bruxelles vers Prague, vers Berlin.
avec aussi des projets d'extension avec une ligne qui pourrait être créée entre Amsterdam, Bruxelles et Perpignan. Sachant pourquoi Perpignan, parce qu'il y a une volonté des initiateurs de ces projets d'élargir au-delà de Perpignan vers Barcelone, et donc vraiment d'avoir un axe nord-sud, avec de l'autre côté un axe plutôt vers Prague, vers Berlin, donc plutôt vers l'est. Donc ce sont des projets privés qui sont en cours, mais au niveau belge qui font l'objet d'une écoute plus qu'attentive de la SNCB, puisque des projets de collaboration, de partenariat sont évoqués, notamment parce qu'il y a un certain nombre de contraintes par rapport au train de nuit. Il y a beaucoup de contraintes, mais notamment il y a la question du personnel ferroviaire, et là, il y a des collaborations qui seraient possibles. Et aussi les trains de nuit, pour ne pas que ce soit du one-shot, il y a toute la réflexion au niveau belge sur comment faire en sorte que ce ne soit pas des feux de paille et qu'on puisse pérenniser cette volonté d'initiative privée à travers notamment un renforcement des facilités au niveau billettique, avec une plateforme à usage pour les différentes initiatives qui voient le jour. Et puis, il y a la question aussi, ça je l'ai dit en introduction, mais tout ce qui est transfrontalier, il y a aussi la question de la compatibilité du matériel et éviter les temps d'attente et limiter aussi le nombre d'inconvénients, puisque voilà, au niveau du train, il y a aussi une attention à ce que les connexions soient fiables, et donc il y a un degré de fiabilité à améliorer. Et dernière dimension, il y aura aussi des débats qui seront initiés au niveau du Benelux, mais aussi au niveau belge, sur la question de est-ce que les autorités publiques peuvent aussi soutenir et contribuer via, par exemple, des subventions à faire renaître ces trains de nuit qui, comme je l'ai dit, est une solution de mobilité au niveau international qui est non polluant et qui peut construire et consolider cette Europe du rail à laquelle nous aspirons tous. Voilà pour quelques dossiers qui font le lien entre nos deux pays, mais aussi entre nos ambitions respectives au niveau de la mobilité et de la mobilité particulièrement transfrontalière. Super, merci beaucoup Nicolas pour ce tour d'horizon, j'allais dire vraiment très complet, effectivement, de ce que toi tu peux mener à la Chambre, et évidemment ce que Georges Ilquinet, en tant que vice-premier ministre, peut aussi faire avec ses services et son administration du côté de la SNCB. Merci aussi sur ces incises sur l'Europe du rail. Karima évidemment pourra évidemment évoquer ces questions-là, et d'avoir particulièrement insisté sur l'aspect régional, sur l'aspect transfrontalier. Toutes ces lignes, effectivement, qui aujourd'hui peut-être ont dû fermer dans les années passées suite à des décisions clairement politiques. Et là, je place tout de suite la parole à Philippe. Philippe, donc ministre wallon en charge mobilité et du climat. Philippe, c'est à toi. Dis-nous un petit peu ce qui se passe côté Wallonie. Donc, En fait, effectivement, avec les compétences que nous avons en Wallonie, en fait, on a regroupé différents objectifs. Donc, moi, j'ai plusieurs matières qui sont très, très connexes, le climat, la mobilité, l'énergie. Et c'est clair que notre premier déterminant, je dirais, c'est l'objectif climatique, c'est-à-dire l'accord de Paris, que nous avons fixé à 55% de réduction de gaz à effet de serre en Wallonie. Et d'ici 2030, donc, ce qui évidemment doit se traduire dans les différents secteurs, le transport, l'isolation des bâtiments, etc., etc. Et le transport représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre chez nous, comme dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est au départ de cet angle de vue-là qu'on a abordé nos compétences de législature régionale wallonne, puisque donc, je rappelle que nous avons des compétences très
partagée en Belgique entre le fédéral et les régions et aussi les communautés. Donc, j'ai des compétences partagées, notamment avec Georges Gilles-Quinet, effectivement, sur le transport. Donc, le ferroviaire, c'est fédéral. Les bus, la politique cyclable, les routes, grosso modo, c'est régional. Et donc, mais évidemment, nous pouvons ainsi travailler de manière coordonnée. Et en fait, ce qu'on constate en Wallonie, c'est que nous avons un réseau routier qui est très, très étendu depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup d'investissements routiers, un réseau un petit peu au-delà de nos moyens d'une certaine façon, parce que nous n'avons pas non plus des autoroutes payantes comme en France. Enfin, on a maintenant le péage kilométrique des camions, mais c'est tout de même assez limité, parce qu'aussi les sorties d'autoroutes sont très, très rapprochées les unes des autres, etc. C'est évidemment une région tout à fait différente. Et donc, la première chose que nous avons voulu acter, c'est qu'il fallait un vrai basculement, un transfert modal de la route vers les autres modes de déplacement. Alors, ça n'est évidemment pas quelque chose d'évident parce qu'on a une administration régionale qui a toujours, d'ailleurs on parlait de l'administration des routes, par la suite, il y a quelques années d'ici, elle a été fusionnée avec l'administration de la mobilité, donc maintenant c'est un seul ministère, mais qui a une tradition tout de même assez forte de baser le déplacement de personnes sur la voiture et le déplacement de marchandises sur les camions. Et donc, notre enjeu, c'est vraiment ce basculement, c'est-à-dire de créer les alternatives dans les infrastructures qui vont faire qu'on va pouvoir se passer le plus possible de sa voiture, qu'on va pouvoir aussi transférer le transport marchandises vers le rail, vers la voie d'eau le plus possible. Donc, c'est une conception d'abord différente des infrastructures, déjà où on va partager l'espace beaucoup plus, puisqu'on se rend compte que la partie routière occupe énormément d'espace dans les infrastructures, mais aussi dans les villes notamment, et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les modes actifs, la marche à pied, le vélo, les bus, par exemple, les sites propres des bus, etc. Donc ça, c'est un basculement assez fort. Et ce basculement-là, en fait, on l'avait pris. Donc c'est une approche évidemment très écologiste et aussi au service de l'objectif climatique. Oui, voilà, on l'avait décidé. D'abord, on est allé au gouvernement pour ça. Ça fait partie de nos objectifs vraiment fondamentaux. On l'a obtenu dans l'accord de gouvernement. Et puis, bien sûr, on a eu la crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire, en fait, change certaines choses, mais en conforte aussi d'autres. Donc, on se rend compte évidemment qu'en matière de mobilité, forcément, on a eu le télétravail qui s'est installé, on a eu une certaine baisse de fréquentation dans les transports en commun, un peu obligée. On a eu une demande aussi très forte, notamment dans les villes, de récupérer de l'espace pour les vélos, pour la marche à pied. Et donc, finalement, un engouement vers les autres, vers les modes actifs de déplacement qui n'étaient pas nécessairement aussi présents que ça préalablement, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que nous voulions faire. Donc ça, c'est vraiment là une opportunité liée à cette sale crise sanitaire, qui a beaucoup d'autres inconvénients, bien entendu, mais qui, du point de vue de la mobilité, amène certains éléments qui ont pu voilà, un peu créer l'opportunité. Alors, la difficulté, évidemment, c'est l'action dans les infrastructures, c'est-à-dire qu'on est tout de suite sur des travaux importants, de longue durée, qui prennent plusieurs années de conception, de permis, d'attribution de marché, de travaux, etc. Donc, arriver sur quelques années, sur 5 années de législature, à ce que les changements soient visibles dans les infrastructures, c'est un énorme défi. Donc, nous sommes en fait pour l'instant actifs sur une multitude de chantiers en parallèle. Donc, d'abord, dans le plan infrastructure de la région que nous avons fait modifier, donc augmenter et modifier en faisant plus de place pour les transports en commun et pour les modes actifs. Donc, c'est un plan de 2 milliards d'euros sur cette année. Donc, c'est un très gros budget pour la Wallonie. 2 milliards d'euros. Ça milliards représente combien de pourcentage du budget, Philippe, si tu as une idée générale? Ça représente nettement plus que les budgets annuels dont nous disposons. C'est vraiment un budget très important, spécifiquement dédié au transport, et c'est le plus gros budget d'investissement, en tout cas, de la Wallonie. Mais à côté de ça, viennent de s'ajouter d'autres, de nouveau, opportunités liées à la crise sanitaire, puisque nous avons aussi le plan de relance européen. 1,4 milliard supplémentaire. Alors là, il n'est pas évidemment que sur les transports, mais nous avons pu rajouter aussi plusieurs chantiers
notamment l'extension du métro de Charleroi, l'extension du tram de Liège, des bus à haut niveau de service, etc. Donc, ce qui veut dire que notre enjeu maintenant, dans les 2-3 ans qui viennent, c'est vraiment de mener ces différents chantiers dans les temps, pour qu'ils soient réalisés, que les infrastructures soient disponibles. Évidemment, on a pris déjà des aménagements provisoires dans les villes, etc. Mais ça, c'est tout à fait provisoire lié à la crise sanitaire. Donc, ça nous permet d'envisager une perspective nouvelle de la mobilité en Wallonie, en tout cas pour à échelle de 5-10 ans, puisque de nouveau, on est dans un travail de très longue haleine. Et je pense qu'on peut dire que jusqu'ici, en Wallonie, on n'était quand même pas très, très porté, notamment sur le vélo. Transport en commun, ben, là, oui, bien sûr, on a le réseau ferroviaire, on a les bus, mais il y avait une marge de progression très, très importante. Alors, tout ça se concrétise évidemment au travers de l'ensemble de la Wallonie, à la fois dans les infrastructures, mais aussi, par exemple, dans le soutien pour les parkings vélos, pour les lieux d'intermodalité, parce que c'est évidemment un tout, et on est dans la logique où, évidemment, se passer de sa voiture, très souvent, ça va nécessiter de combiner plusieurs modes de déplacement. Donc, il faut que les interconnexions soient faciles, efficaces, confortables. Donc, nous sommes en train aussi de mettre en place d'abord un concept de mobipôle, donc d'interconnexion bus, voitures partagées, vélo, gare ferroviaire, etc. Différents degrés d'interconnexion et un maillage sur le territoire progressivement. Il faudra évidemment quelques années pour y parvenir de manière générale, mais en tout cas dans cette logique de maillage du territoire pour vraiment convaincre de la possibilité de se passer de sa voiture le plus souvent possible, parce qu'évidemment, on n'est pas non plus dans la guerre à la voiture, on est vraiment dans le choix du bon mode de déplacement en fonction de ces possibilités. Et y compris d'ailleurs avec une composante de transport à la demande pour les zones plus rurales, où là, clairement, les transports publics ne peuvent pas tout assurer. Alors, évidemment, tous ces enjeux-là, ben, ils se concrétisent aussi dans les zones transfrontalières. Évidemment, c'est clair que du côté wallon, nous sommes en fait toujours transfrontaliers de quelqu'un, hein, soit de la Flandre, soit de la France, soit du Grand-Duché de Luxembourg, du Luxembourg. J'avais une réunion avec nos amis luxembourgeois cet après-midi, justement, ou nos amis allemands ou néerlandais. Enfin bref, on est toujours très près d'une frontière. Et donc, il y a à chaque fois des questions tout à fait spécifiques, évidemment, qui se posent. Alors, évidemment, ce basculement modal, et notamment ces investissements dans le ferroviaire dont Nicolas a parlé, ben, il prend un certain temps. Donc, on doit aussi accompagner entre-temps et veiller à ce que les services et la mobilité soient possibles et efficaces pour les citoyens qui doivent se déplacer. On a, par exemple, dans la zone qui vous concerne plus directement, on a évidemment les questions aussi fluviales qui sont très, très importantes. Là, c'est pour le transport marchandises. Nous avons évidemment l'énorme projet Senesco dans lequel on s'inscrit, vise donc à faire en sorte que depuis finalement le nord de Paris, on puisse relier Anvers, Zeebrugge, Rotterdam par le bateau et aussi dans l'autre sens au travers de la Wallonie vers Liège. Ça, ce sont évidemment aussi des projets de très très grande envergure, des très gros budgets pour lesquels il y a aussi des projets européens d'ailleurs dans lesquels on s'inscrit. Alors évidemment, ça concerne moins directement le transfert de personnes, le transport de personnes, mais ça concerne très directement l'encombrement des routes, puisque évidemment, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, le nombre de camions que l'on peut faire passer sur la voie d'eau, évidemment, facilite le transport pour les autres usagers, permet de décongestionner les routes dans un grand nombre d'endroits. Et puis, pour terminer, nous avons évidemment aussi un certain nombre de liaisons cyclables existantes et à créer, y compris au niveau transfrontalier. Il y a par exemple le long du canal Pomerol-Condé, là nous avons un projet à très court terme pour cette année-ci, donc d'aménagement du tronçon manquant, parce que c'est souvent le problème dans les tronçons cyclables, c'est qu'on a des morceaux existants et puis il manque d'autres morceaux, permettant donc de compléter ce tronçon donc
donc ici en 2021, donc en rive droite jusqu'à la frontière française. Il y a aussi ce projet de ce qu'on appelle le carré bleu. Donc là, c'est 90 km cyclables le long des voies d'eau, donc entre Courtrai, Tournai, Lille. Et là, c'est un projet d'ampleur européenne, donc Interreg, qui pourrait être mis en œuvre dans les prochaines années. Donc, c'est un projet sur lequel nous sommes en tout cas intéressés et demandeurs, au-delà de ce qui existe déjà, comme par exemple l'Eurocorridor numéro 5, qui rejoint déjà depuis Lille et jusque dans le nord de la Belgique. Donc, voilà tout un ensemble de projets, mais dans une logique où voilà, on veut permettre le transfert modal au service de cet objectif climatique et en même temps de la mobilité, mais dans un contexte où les infrastructures sont un travail de longue haleine sur lesquels nous travaillons, et en l'occurrence de concert avec mon collègue fédéral, donc Georges Gilles-Quinet, pour avoir des investissements concertés et cohérents entre le ferroviaire, le fluvial, les aménagements routiers et également le vélo. Voilà pour ce panorama, je dirais, général, mais j'imagine qu'il y aura peut-être quelques questions plus précises. Merci beaucoup, Philippe. Oui, on a déjà beaucoup de questions dans le chat sur Facebook. Donc, on les présentera, on vous les soumettra dans quelques instants après l'intervention de Karima. Merci déjà beaucoup pour ces différents éléments. J'en profite pour rappeler aussi que oui, les questions, vous pouvez les poser, et de dire aussi que, encore une fois, cet événement s'inscrit dans le cadre des élections consulaires ici en Belgique. Notre belle liste française et français de Belgique, c'est la liste numéro 7. C'est l'écologie pour les Françaises et les Français de Belgique. Et les élections auront lieu le 30 mai à l'urne, mais aussi électroniquement du 21 au 26 mai. Et oui, la France, la République française permet le vote électronique aussi pour les non-résidents. Voilà. D'ajouter, et je vais te passer la parole, Karima, un tout premier commentaire, c'est l'élu local qui réagit là, de dire que oui, on le voit dans nos communes, hein, que cette crise est une superbe opportunité pour la mobilité. Oui, Philippe, comme tu le disais, les shifts, donc les transferts j'allais dire, de population d'un mode de transport à l'autre, ça se passe nous beaucoup ici à Bruxelles. C'est l'explosion totale au niveau du transport à vélo notamment, mais des transports doux en général. Et c'est une superbe occasion, et je sais qu'on déploie beaucoup de choses à l'échelle de la région bruxelloise. Notre ministre en charge de la mobilité, mais aussi dans les différentes communes. Et là, je salue mon ami échevin Yves Rouillet, qui fait beaucoup sur XL. Voilà. Karima, alors, ces shifts, est-ce qu'il se passe aussi, est-ce qu'ils vont se passer surtout? Parce que j'ai un petit doute par rapport à la politique, on a des forts doutes par rapport à la politique de mobilité bas carbone, par rapport à l'encouragement des shifts qui se passent à l'échelle de la région Hauts-de-France, avec la majorité qu'on connaît aujourd'hui. Mais on compte sur toi pour que les choses changent. Et ça sera à partir de la fin du mois de juin. Karima, et tu vas aussi intervenir en tant que, on le redit, présidente de la commission transport du Parlement européen, et c'est pas la moindre des commissions, une élue expérimentée européenne. Karima, on est très curieux d'entendre ce que tu vas nous dire. Merci beaucoup. Tout d'abord, de vous dire que lorsque vous avez des écologistes à des postes à responsabilité, c'est-à-dire qu'ils agissent avec 3 objectifs. Alors, Henri, il est un petit peu humble, hein. La première chose, c'est qu'il dit pour le climat, bien entendu, puisque la question des transports, quand on regarde à l'échelle d'un pays ou même le pays dans lequel je vis, c'est la France, par exemple, les transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Et quand j'en regarde ce secteur à l'échelle européenne, eh ben, c'est 26% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. C'est-à-dire qu'il y a une urgence. Pourquoi il y a une urgence? Parce qu'aujourd'hui, on parle de mobilité. On ne parle pas de transport, on parle de mobilité. La mobilité, aujourd'hui, a engendré des phénomènes qui n'ont pas été pris au sérieux alors que les écologistes ont tiré la sonnette d'alarme depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, même l'OMS dit que la pollution de l'air, c'est la maladie du 21e siècle. Alors, Philippe, il dit oui, nous nous occupons de la mobilité,
pour le climat, mais pour la santé des gens, parce que c'est une question de santé publique. Et une dernière chose, parce que lorsqu'on s'occupe de la mobilité, indirectement, eh bien oui, on regarde le monde. Et il faut le dire, pourquoi ? Parce que la mobilité engendre automatiquement un changement aussi de politique industrielle. Et là aussi, quand on parle du climat, quand c'est bon pour le climat, ben, c'est bon pour l'emploi. Et c'est là où ça devient très, très intéressant. Et moi, en tant que future présidente de la région des Hauts-de-France, je peux vous le dire, je ferai de cette région une vraie région transfrontalière, une vraie région européenne, parce que ça me tient à cœur, parce que nous avons ça dans les veines, nous les écologistes. Nous sommes des pro-européens. Tout d'abord, on a parlé des travailleurs transfrontaliers. On voit les dynamiques d'Eurométropole, on voit ce qui s'est passé durant le Covid, une vraie coordination entre les Belges et les Français sur cette crise sanitaire. Mais je dirais surtout et avant tout les échanges de notre jeunesse. On oublie toujours les enjeux éducatifs. Moi, je connais beaucoup de Belges qui étudient dans la région et en même temps, je connais beaucoup de Français qui vont en Belgique pour étudier, mais aussi pour travailler. Et pourtant, nous n'avons pas des œillères, nous les écologistes. Nous regardons le monde parce que nous sommes des pragmatiques. Et quand on regarde le monde, justement, jamais la mobilité n'a été autant une préoccupation, aussi bien chez les citoyens belges que chez les citoyens français. Ces dernières années, ça a été terrible, mais depuis maintenant une dizaine d'années, des divers sujets dans la mobilité sont venus bousculer la société et qui sont directement liés à la mobilité. On a vu l'arrivée des Uber, mais il y a 10 ans, personne ne connaissait les Uber. On a vu l'arrivée notamment des nouvelles questions sur la place de la voiture dans les villes. Et les copains bruxellois, vous savez ce que ça veut dire. Même à Lille, même dans les villes dans lesquelles ces questions-là arrivent dans le débat politique. On a vu l'arrivée des trottinettes, alors que les trottinettes, dans notre inconscient, c'est quand on était petit, quand on était enfant. Et nous, en France, nous avons eu la crise des Gilets jaunes, qui a montré que, malheureusement, les pouvoirs publics, depuis des années, ont laissé, justement, se sont laissés déborder par des sujets structurants qui concernent la société et qui n'ont jamais anticipé une vraie politique de mobilité, notamment globale. Et là, ça devient très, très intéressant parce que l'enjeu majeur, aussi bien de Philippe que de Nicolas, c'est véritablement de changer la vie des gens. C'est ça ce qui nous anime, les écolos. C'est pas de faire du blabla, hein, on n'a pas le temps, nous. Nous, on va être menés dans l'action. Et au fait, Nicolas a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est qu'on a laissé se détériorer au fil des années la question des financements. L'absence de financement fait qu'aujourd'hui, le constat est catastrophique puisque la mobilité, c'est devenu un véritable accélérateur de précarité. Il y a tous ceux qui n'ont pas d'emploi, mais il y a encore toute cette vie sociale, culturelle dont on n'a pas forcément accès parce qu'on a des problèmes de mobilité. Et vous connaissez bien la Belgique, notamment comme nous, il y a des zones dans lesquelles la région, il y a des zones qui sont totalement abandonnées. Il faut dire le mot abandonnées parce qu'elles ne sont pas désenclavées. Et là aussi, il y a un problème de fond. C'est des choix qui doivent être pragmatiques parce que nous ne faisons pas de la politique avec des mandats juste sur 5 ans ou juste sur 10 ans. Nous, les écologistes, nous sommes des prospectivistes, c'est-à-dire nous avons une vision à long terme. On est élus 5-6 ans, mais on pense déjà des politiques à 30 ans. Et tu l'as très bien dit, Philippe, la question des infrastructures, c'est une question longue, mais nous avons désinvesti depuis ces dernières années de manière incroyable. Et moi, je le vois notamment sur mon territoire et en France en général, il y a moins de gares, moins de fréquences, des lignes qui sont détériorées. Une ligne qu'on ne rénove pas tout de suite, ce sont des millions d'euros pour pouvoir la remettre en service. Aujourd'hui, on est un peu le pays du TGV, hein, la France,
Mais personne n'est satisfait parce qu'on a fermé énormément de lignes. Et donc, nous, notre objectif, il faut le dire, eh ben, nous, on veut que la mobilité, elle soit bien sûr durable parce qu'on a une urgence climatique, mais on veut surtout une mobilité inclusive. Inclusive, ça veut dire qu'elle doit être justement dans une volonté d'accès à tout le monde, quel que soit l'endroit où il habite. C'est la raison pour laquelle, moi je le dis de manière très dynamique, je suis très contente de vous avoir, Philippe et Nicolas, parce que je crois qu'il faudra prendre à bras-le-corps nos relations. Tout d'abord, il faudra réanimer une véritable structure gouvernante ou gouvernementale à l'échelle de la frontière. On ne peut plus se permettre juste d'avoir une petite coordination intergouvernementale qui est spécifique à la coopération franco-belge. Vous voyez, quand je regarde le nombre de nordistes, je crois que c'est plus de 24 000 qui travaillent tous les jours en Belgique, mais inversement, là, il y a des choses à faire et ensuite, il y a des choses à combler. Il y a énormément de personnes qui sont en Wallonie, par exemple, ou en Flandre, qui aimeraient travailler dans les Hauts-de-France. Mais il y a des critères qui ne vont pas. Par exemple, le coût du transport, la question de la fiscalité, la barrière de la langue, qui est aussi aujourd'hui un véritable frein, mais également le manque d'informations qui explique que, par exemple, on pourrait réellement recréer par la mobilité une volonté, certes, mais dynamique, d'un nouvel univers entre les voisins belges et les voisins français. Et il y a une chose qui a été dite un petit peu par Philippe et par Nicolas. Pour pouvoir rêver cette nouvelle non-frontière, parce qu'il faut parler de non-frontière pour moi, c'est d'inventer des nouvelles instances où tout le monde se parle. Vous voyez, là, on a un ministre belge qui va parler avec le ministre français. Les régions, c'est là on est au plus près de la proximité des gens. On est là au plus près, justement, des demandes et des attentes. Alors, pourquoi on ne ferait pas une convention citoyenne franco-belge qui nous permettrait juste d'avoir l'avis des habitants, des citoyens, et faire en sorte de mettre à plat plein de problématiques. On a parlé du travail transfrontalier, mais moi je dis un des leviers d'action, c'est que les Hauts-de-France, comme la Belgique, nous avons cette capacité à redynamiser nos territoires, et notamment le volet touristique, parce qu'on l'oublie trop souvent dans la mobilité. Et là, je peux vous assurer que moi, un de mes grands projets dans mon programme, je veux que les gens bougent. Pourquoi? Parce que la différence, le contraire de la mobilité, c'est immobilité. Une immobilité, c'est des gens qui ne bougent plus. Donc, il y a un repli sur soi. La mobilité doit être accessible à tout le monde et d'abord pour la jeunesse. Il faut qu'elle découvre justement l'Europe et vous êtes la capitale européenne aujourd'hui. Et donc, pour moi, la gratuité des transports des moins 26 ans va être un des axes clés de mon programme. Je veux que cette jeunesse découvre justement ses voisins. Donc ça, nous sommes en train de le mettre, je ne suis pas encore élue, mais je vous assure que ça va être un des enjeux majeurs de la campagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me paraît aussi très importante, il va falloir qu'on se batte ensemble. Et Nicolas, tu as raison. L'Eurostar vit des heures terribles. Nous avons une compagnie aujourd'hui et nous sommes en capacité de relier justement la Belgique, la France et l'Angleterre sur quelque chose qui a toujours fonctionné. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Donc, à un moment, quand ça marche, il faut le sauver tout de suite, puisque quand c'est cassé, c'est très difficile à réparer. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que présidente de la commission de transport au sein du Parlement, mais en tant que future présidente de la région, je peux vous assurer que je ferai tout pour faire en sorte que, oui, il y ait véritablement une volonté de sauver ce genre d'entreprise. Mais en même temps, on doit être très innovateur. Et Philippe pose la vraie question. Qui va payer? Qui va payer? Et là, ça demande un petit peu des nouveaux outils.
Moi, je considère que dans mon programme, un des outils d'action qui va être un des leviers d'action pour moi important, c'est qu'une région doit avoir la possibilité d'investir massivement sur ce genre de projet. C'est la raison pour laquelle je mettrai en place une banque régionale d'investissement pour la transition écologique. Pourquoi? Tout simplement parce que Nicolas a dit quelque chose de très important, et toi aussi, Philippe, nous avons des manques. Il nous faut une politique industrielle dans le train. Le matériel roulant, c'est un véritable sujet. Et l'un de ces sujets qui en découle, et Nicolas le sait très bien, c'est un de mes grands combats au niveau européen, c'est la question du train de nuit. Pourquoi le train de nuit n'est pas aussi efficace qu'on l'aimerait? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique industrielle sur le train de nuit, comme il n'y a pas de réelle politique sur le ferroviaire. Et là aussi, il va falloir aussi former. C'est la raison pour laquelle nous avons la chance dans notre région d'avoir l'Agence européenne du train. Et bien, on va monter le premier institut des métiers du ferroviaire sur notre territoire qui sera ouvert à tout le monde. Et c'est là où ça devient important, parce que le ferroviaire, ce n'est pas seulement de la maintenance, non. L'arrivée du digital, l'arrivée du nouveau mix énergétique, on parle notamment aujourd'hui de plus en plus du train à hydrogène. Tout ça, il faut former à ces nouveaux métiers. Et pourquoi pas commencer par une coopération entre nous? C'est là où ça devient intéressant. Vous voyez, n'attendons pas justement des belles coopérations sur ces leviers. Les trains de nuit, je suis totalement d'accord avec toi, Nicolas, mais je pense qu'il y a des étapes aussi qu'il faut vraiment voir. Souvent, lorsqu'on lance les trains de nuit, c'est de capitale à capitale. Là, on a annoncé, par exemple, on va faire Vienne-Paris, on va réouvrir Berlin-Paris, etc. Et alors que quand vous regardez la carte, c'était pas il y a un siècle, c'était dans les années 80. Par exemple, en France, c'était 550 gares qui desservaient des trains de nuit. Vous vous rendez compte? 550 gares. Et le premier train de nuit, il est venu des Hauts-de-France, notamment de Calais. Et là, c'était les autocouchettes. Et donc là aussi, avec les copains belges, on devrait réinventer les autocouchettes où les gens puissent mettre leur voiture sur des trains pour aller justement à Bâle ou pour aller à Nice ou pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est ça aussi l'intermodalité qui va être une des spécificités très importantes dans les années à venir. Une dernière chose, parce que moi je te dis, Bertrand, moi j'adore parler de ces sujets, donc il faut vite me couper. On adore t'entendre, Karima, c'est tout à fait passionnant. Nous sommes dans l'année européenne du train. Ah. C'est l'année européenne du train. Mais qui le sait chez nos concitoyens? Poser la question, qui le sait? Non, mais qui le sait? Et là aussi, nous devons mener des campagnes européennes ensemble. C'est la raison pour laquelle, quand on défend le train, on va le prendre, bien sûr, mais nous, on le fait déjà. Mais il faut aimer le train. Et une des choses qu'a dite Philippe, et je suis totalement d'accord avec toi, notre objectif, c'est de réhumaniser les gares. Les gares, aujourd'hui, par des coûts de rentabilité, moi, je vois partout sur mon territoire des guichets qui ferment. On parle même de petites lignes. C'est horrible de parler des petites lignes. Une ligne, il n'y a pas de petite ligne. Une ligne de train, c'est un réseau, vous voyez. Et donc, il faut réhumaniser. Pour réhumaniser, il faut aussi qu'on trouve des moyens d'action de cette mobilité. Je suis d'accord pour par exemple, on pourrait expérimenter entre nos deux pays, oui, un billet unique, même sur un trajet, de voir comment ça marche. Ensuite, on devrait renforcer la place des vélos dans les trains. Alors ça va être un des grands combats. On l'a poussé dans la législation au niveau européen. Là, on est à 5 places de vélo. Moi, je trouve que les régions devraient aller beaucoup plus loin. Mais comme le disait Philippe, il faut faire de l'intermodalité intelligente. C'est-à-dire, quand on met son vélo dans un train, à la sortie, nous devons absolument avoir les infrastructures, des parkings à vélo qui soient sécurisés, ou alors une première ligne de pistes cyclables qui soit sécurisée. Parce que là aussi, nous avons aussi un enjeu. Le vélo va être quelque chose de très moteur. Mais l'intermodalité se joue aussi à la sortie des gares. Notamment, on pourrait avoir beaucoup plus, en termes d'information, il y a un covoiturage.
il y a une volonté d'avoir un bus. Tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur comment on va mettre en place des plateformes de données pour que chacun d'entre nous puisse faire sa propre mobilité. On n'en a pas parlé, mais on a beaucoup parlé du train et moi, je suis très contente. Mais ça ne suffira pas. On parle de mobilité beaucoup des personnes, il ne faut jamais oublier les marchandises. Et là, ça devient aussi important parce qu'il y a 3 sphères sur lesquelles il faut qu'on travaille. Tout à l'heure, on a parlé un peu du fret ferroviaire. Ça, les copains, je vous le dis, il va falloir qu'on travaille tous ensemble sur quel type de fret et comment ça marche. Et là, je reviens sur le projet de Philippe, sur le canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, moi, au départ, je trouvais que c'était un projet un peu trop gros, trop structuré, etc. Ensuite, j'ai fait attention pour que notamment les accords, notamment des préfectures, etc., s'accordent à bien prendre en compte les enjeux environnementaux. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. Mais maintenant, le projet du canal Seine-Nord, on sait financer que le projet, mais pas le reste. Et ça devient intéressant parce qu'il faut des plateformes à financer. Qui va financer les plateformes? Ensuite, il ne faut pas faire un canal juste pour un canal. Et là, ça devient intéressant parce que justement, le canal, on pourrait faire quelques zones touristiques. Et ça demande de l'aménagement, notamment avec de la prospective. Regardez les Pays-Bas, ils ont énormément de canaux et en même temps, ils s'en servent comme des leviers d'action pour le tourisme. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de mobilité, il faut voir tous les flux. Alors, il ne faut pas perdre de flux parce qu'on ne fait pas un canal juste pour… Il faut bien savoir quel type de marchandises, etc. Mais en même temps, on peut s'en servir sur d'autres volets économiques qui marchent très bien. Ensuite, sur ce que vous me dites sur le Lille-Tournai, sur le Mons-Valenciennes, etc., je pense qu'à un moment, il faut, oui, se mettre autour de la table et en tant que région, il faut porter ce genre de projet. Parce que justement, le train, c'est 9 fois moins d'émissions que tous les transports routiers. Et donc, il va falloir aussi qu'on se pose les vraies questions. Parce que Philippe, tout à l'heure, il a dit… non, c'est Nicolas qui a dit tout à l'heure, nous, on paye les autoroutes, mais les Français payent des autoroutes, mais c'est privé. Ce sont des concessions privées. Il n'y a pas d'acteur sur l'accès public. Et là, moi, ça me pose un problème. Donc là, moi, j'ai un travail à faire au niveau du gouvernement français, mais en même temps, il va falloir aussi, qu'est-ce qu'on fait de tout le débat qu'on a au niveau européen sur la redevance poids lourd? Actuellement, on est en train de négocier, mais il faut qu'on se mette bien d'accord qu'une redevance poids lourd doit être fléchée. Quand on flèche ce genre de recettes, il faut qu'on soit très clair. Nous disons très clairement, une part ira notamment, bah oui, à la relance du train, du fret, une autre part sur la mobilité urbaine durable, mais une troisième part parce que nous ne sommes pas, nous les écologistes, nous sommes pas des sectaires, on n'est pas des anti-routes ou des anti-voitures. Non, c'est pas vrai. On est pour l'accompagnement des différents acteurs dans la transition. Et donc, une partie de la redevance, on devra la prendre pour 3 choses. Donc, le train, la relance du fret ferroviaire, du train, de la mobilité urbaine, mais aussi sur la sécurisation des routes et accompagner l'ensemble des transporteurs routiers pour changer les flottes et travailler notamment avec le train comme sur les ports pour le report modal. C'est très, très important de faire ça parce que justement, ce sont des activités qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, mais il faut aussi les accompagner dans l'adaptation de la transition. Et je terminerai parce que je suis toujours… je pense qu'il faut aussi qu'on se batte tous ensemble et nous sommes des régions. Ben moi, je serai, j'espère, demain à la tête de la région des Hauts-de-France, mais il faut qu'on se batte sur le plan de relance. Ce n'est pas normal que dans les plans de relance, notamment le plan de relance européen, alors vous vous souvenez, hein, le Parlement européen avait dit « nous voulons 2000 milliards d'euros ». Ensuite, on a eu un couple franco-allemand qui a dit bah, finalement 750 et finalement la somme c'est 500 milliards d'euros. Alors qu'on a Joe Biden qui sort le chèque à 5000 milliards d'euros. Vous voyez un peu la différence. Mais c'est là où il faut qu'on se batte dans les différents États.
Parce que la voix des régions n'a pas été entendue. Nous, les écologistes au Parlement européen, nous avons fait des amendements pour dire, mais ce sont les régions qui sont plus près des territoires, des populations. Parce que là aussi, dans le plan de relance, il faut intégrer notamment les perspectives de la mobilité de demain. Et là, je peux vous assurer qu'on a toute une action, une batterie de leviers à faire pour que, oui, une partie du plan de relance, que ce soit des plans de relance nationaux, que des plans de relance européens, reviennent à l'activité des régions. Parce que la mobilité, oui, ça va coûter un peu cher, mais il faut regarder le nombre d'économies qu'on va faire sur la santé, mais le nombre d'économies qu'on va faire aussi sur la planète et le climat. Et je peux vous assurer, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Il n'y a que les écologistes qui sont en capacité d'avoir compris sur quelle tendance nous devons être. C'est-à-dire, ces mobilités doivent être, réparées. Nous sommes en train de réparer des fractures territoriales, des fractures aussi de population qui, elles, ne bougent plus. Et en même temps, nous sommes en train de réparer ce qu'on a fait et ce qu'on a laissé faire à la planète depuis trop longtemps. Vous voyez, nous marchons sur nos deux jambes, l'urgence sociale et l'urgence climatique. Et je suis vraiment fière d'avoir des collègues qui soient dans les différentes instances en Belgique parce que je suis certaine d'une chose, nous avons l'expertise, nous avons la compétence, mais surtout, nous avons ce courage et cette volonté politique pour montrer que le mieux vivre de nos citoyens, eh ben, ce n'est pas un slogan, c'est ce qu'on nous mettrons en place dès que nous arriverons au pouvoir. Voilà, Bertrand. Merci beaucoup, Karima. Merci beaucoup pour ces éléments, pour aussi évidemment compléter et revenir sur les interventions de Philippe et de Nicolas, de mettre tout ça en perspective. Et j'avais envie de dire, dans les éléments, en vous écoutant, je vais tout de suite enchaîner ensuite sur les questions des personnes qui regardent, mais si je me permets un petit commentaire, c'est qu'effectivement, les Françaises et Français de Belgique, un des grands enjeux, c'est lié, tu le mentionnais, Karima, 25 000 quasiment Françaises qui vont travailler en Belgique. Les chiffres sont à ma connaissance pas aussi élevés, mais ils s'en approchent très fortement des Français qui vivent en Belgique et qui vont travailler en France, ou même des Belges qui évidemment vivent en Belgique et vont travailler en France. Mais c'est une question tout à fait cruciale. Tu mentionnais pour ça les grands corridors ou les grandes liaisons, que ce soit le train à grande vitesse entre Liège, Bruxelles et Lille essentiellement, mais aussi évidemment, c'est pas seulement les grandes métropoles qui sont à relier, c'est aussi les trains interrégionaux dans d'autres territoires, que ce soit du côté de Valenciennes ou que ce soit plus haut du côté des Flandres. Et là, un des grands enjeux, comme vous le disiez, hein, tous les trois, c'est la question des fermetures successives de toutes ces lignes. Et on a des questions par rapport à ça. Et moi, deux autres éléments qui me marquent en t'écoutant aussi, Karima, évidemment, c'est la question de la mobilité comme un facteur d'exclusion. Et combien de nos concitoyens et concitoyennes, et c'est vrai aussi pour les Françaises et Français de Belgique, ont des difficultés à se déplacer aussi au quotidien. Et il y a évidemment les collectivités publiques doivent pallier, aider, accompagner, et finalement l'aspect européen et finalement le plan de relance européen. Évidemment, en vous écoutant, comme le disait bien Philippe, les infrastructures de transport, c'est sur quasiment des décennies qu'on investit, et c'est évidemment d'une façon concertée qu'il faut travailler entre les États, entre les régions, et pour cela faciliter des budgets. Et Karima, là, ta proposition de banque régionale d'investissement pour la transition écologique, tout à fait intéressante, et je serais curieux de savoir un petit peu si il peut y avoir aussi des coopérations avec la région wallonne qui a pour le coup peut-être encore plus de pouvoir d'action dans ce domaine-là, puisqu'on sait que les entités fédérées belges sont quasiment des États. J'enchaîne sur les questions et je commence du plus général pour aller au plus particulier. Et là, j'ai Laurent Delfosse, Karima, qui se dresse directement
à toi et qui précisément revient sur cette dimension européenne. Et Laurent explique, au-delà de la problématique de la mobilité franco-belge, pourriez-vous nous éclairer en tant que président de la commission mobilité transport du Parlement européen sur les éventuelles intentions de l'Union européenne de stopper la commercialisation des énergies fossiles, notamment dans le cadre du Green Deal? Bon, c'est une question un peu générale qui va peut-être au-delà du cœur de nos discussions ce soir, mais je comptais quand même éventuellement te la poser. Est-ce que j'enchaîne sur plusieurs questions peut-être? Il y en avait une autre de Philippe Laloy, et Philippe nous expliquait le tracé des lignes ferroviaires répond-il encore aux besoins? Pourquoi ne pas créer de nouveaux tracés ferroviaires? Alors là, c'est aussi les investissements, hein, les investissements du moyen long terme, et donc du tracé ferroviaire en parallèle des routes nationales très fréquentées. Et puis, je terminerai en disant, toujours de Philippe, pourquoi l'offre de transport public est plus faible le week-end qu'en semaine? Comptez-vous augmenter l'offre? Comment augmenter le flux de transport public? Je vous verse tout cela, tous les trois. Qui est-ce qui souhaiterait éventuellement commencer à répondre? Karima? Alors, sur le Green Deal et les énergies fossiles, on se bat au Parlement européen pour dire que plus un euro doit aller aux énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle, même sur le plan de relance, nous nous sommes battus pour que tout soit encadré. Ce qu'on appelle les conditionnalités. Les conditionnalités, ça veut dire deux choses. Nous allons pouvoir aider des entreprises qui rentrent dans la transition, mais qui sortent justement des énergies fossiles. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement, on ne peut pas être dans une dynamique de ce qu'a dit Philippe, hein, d'arriver aux accords de Paris, sachant que nous avons tous pris énormément de retard. L'Europe n'est pas exemplaire, hein, puisque au point que même l'accord de Paris qui disait 40% d'ici 2030, nous avons déjà pris tellement de retard que l'Europe a rehaussé ses objectifs. On parle aussi de 55 au niveau européen. Mais là, ça devient très intéressant, c'est la question notamment de allons-nous réellement continuer dans notre bouquet énergétique à faire reposer ce bouquet sur des combustibles fossiles, alors qu'on a des énergies renouvelables qui représentent, moi je regarde au niveau même français, qui représentent 10%. Vous voyez, ce n'est pas possible. Et donc, cette situation doit absolument nous faire basculer sur une volonté de nouveau paradigme et de sortie réelle des énergies fossiles. Bien entendu, nous ne sommes pas pour que ça se fasse du jour au lendemain, mais dans la projection politique, il faut être très clair. Soit nous prenons directement la transition parce qu'on ne peut pas faire autrement, soit je peux vous assurer qu'on va avoir tellement de retard demain qu'on n'arrivera jamais à réduire justement ce dérèglement climatique alors que le temps nous est compté. Merci Karima. Merci Karima. D'autres réactions, Philippe, Nicolas? J'ai d'autres questions pour vous. Deux, trois éléments en complément, parce qu'il y avait une question notamment sur l'offre le week-end et la semaine. Je pense que c'est une vraie question, donc il faut mesurer évidemment. Moi j'ai la responsabilité des bus en Wallonie et des trams et des métros, enfin on n'en a pas énormément mais quand même, pas des trains mais c'est un peu le même schéma. Ces lignes de transport public sont toujours déficitaires, évidemment, quasiment toujours déficitaires, à part certains tronçons vraiment dans les centres-villes. Donc ça veut dire que plus on multiplie l'offre, plus ça coûte cher. Donc, il faut faire des choix qui ne sont pas toujours faciles. Mais parmi ces choix, c'est important évidemment que l'offre soit suffisamment attractive pour qu'on ait au global l'attrait du transport en commun. Je veux dire, par exemple, si moi je suis liégeois, si je vais le soir à un spectacle à Bruxelles en train, bon pour l'instant c'est compliqué, mais enfin un jour ça va bientôt revenir, il faut que je puisse revenir en train aussi évidemment. Mais peut-être que dans le train de nuit qui va revenir par exemple en partant de Bruxelles à minuit, il y aura très peu de personnes. Et ça c'est un peu la même chose entre le week-end et la semaine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'amplitude horaire et de régularité de l'offre pour que le transport en commun soit attractif au global, même si
à certaines heures et à très peu de personnes. Mais bon, c'est un équilibre évidemment à avoir au global qui doit rester raisonnable aussi par rapport au coût. Donc de ce point de vue-là, c'est clair qu'il y a pour certains types de déplacements, en tout cas, moins de demandes le week-end, mais ce n'est pas vrai pour tous, hein. C'est clair que les trains vers la mer, par exemple, en Belgique, ils sont extrêmement chargés le week-end. Ça nous pose parfois des problèmes d'ailleurs. Je voulais aussi rebondir sur un ou deux points de l'intervention de Karima, dont je salue évidemment l'enthousiasme et la mobilisation dans cette double campagne, parce qu'elle a évoqué la gratuité pour les jeunes. Je voudrais dire que nous sommes en train nous avions ça aussi dans notre programme pour la Wallonie, donc nous sommes en train de réaliser par palier, progressivement, la gratuité des transports en commun, donc des bus au niveau de la Wallonie, pour les moins de 25, jusqu'à 25 ans. Donc, on a déjà fait moins 35%, mais on arrivera en 2024 à la gratuité complète. Et le pari qui a été fait, parce que là aussi, ça représente évidemment un coût supplémentaire, le pari, c'est vraiment de se dire, on mise sur la gratuité pendant la période où les jeunes vont choisir leur mode de transport en grosse partie pour le reste de leur vie. Et notamment, bien sûr, les étudiants, mais aussi les jeunes travailleurs. C'est très important qu'ils puissent se dire, ben, je ne vais pas forcément avoir besoin d'une voiture tous les jours pour aller travailler, mais je vais partir sur un autre modèle, je vais utiliser les transports en commun et je vais avoir une autre approche de la mobilité que ce que peut-être ont connu leurs parents. Donc voilà, donc c'était pour dire qu'on avait, c'est pas surprenant évidemment, des projets communs entre écologistes. Et bien sûr, je me réjouis de futurs projets transfrontaliers et à l'échelle locale ou sous-régionale, parce qu'effectivement, c'est aussi là qu'on peut construire les projets et certainement, par exemple, dans des conventions citoyennes dont nous sommes aussi très friands. Je voudrais faire un tac au tac à Philippe, parce que dans ma région, le président sortant a fait il fait une démagogie de programme et il dit on va prendre à 90% pour les jeunes le coût du permis de conduire. Mais on ne dit pas tout. Et c'est là où ça devient dramatique. Pourquoi? Parce qu'une voiture coûte en général, en moyenne, par an, 5 000 €. L'entretien, l'essence, etc. Ça veut dire que des jeunes, où on va leur dire passez votre permis de conduire, auront, comme tu dis, dans les comportements, l'achat d'une voiture, mais l'achat d'une voiture, aujourd'hui, plombe des budgets. Donc, ça va impacter la jeunesse qui est déjà dans une forte précarité, mais ça va impacter aussi, il faut le dire, le budget des parents. Parce que les parents, ils ont aussi des situations parfois difficiles et qu'une voiture aujourd'hui coûte énormément cher. Donc maintenant, il faut mettre à disposition des dispositifs réels de, moi je dis, on va passer du siècle de la propriété de la voiture au partage de la voiture, puisqu'on sait que l'usage d'une voiture, on l'utilise réellement qu'à 5%, 95% du temps, cette voiture, elle dort. Donc, vous voyez ça aussi, il faut montrer à quel point cette question de mobilité impacte des conséquences, pas seulement en termes de pollution qui sont importantes, mais aussi impact économique et social. Et là, on aura toute une discussion, parce que moi, je suis dans une région où l'automobile est un secteur clé, vous savez. Et moi, je pense qu'il est aussi majeur pour nos deux régions de penser à l'avenir de l'industrie automobile. Je pense, par exemple, ça ne sert pas à grand-chose de construire des voitures électriques, alors que le marché de la réhabilitation, c'est-à-dire une voiture thermique, aujourd'hui on fait du rétrofit en électrique, peut être un des moyens de reconversion et d'accompagnement des salariés. Alors, quand je parle de rétrofit, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'électrique, mais il faut aussi construire la filière du recyclage de ces batteries. Demain, on aura de l'hydrogène. C'est tout un nouvel univers passionnant qu'il va falloir aussi retrouver. Merci Karima. Nicolas, une réaction ou j'ai d'autres questions pour vous? Si on commence à parler des voitures légères, des autopartagés, des rétrofits, je pense qu'on peut encore prolonger le débat de 2 heures, parce que c'est des enjeux effectivement passionnants et qui effectivement, au-delà de la question des transports publics, amène la question de la mobilité comme un service et du fait qu'on parle beaucoup motorisation des voitures, beaucoup moins de la question de l'usage et du comportement qu'on a avec les véhicules, alors que c'est sans doute
le débat de société le plus difficile à mener et dans lequel on devra aussi faire preuve d'énormément d'ambition. Donc, je me réjouis que ce soit abordé parce que, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, les investissements, par exemple, sur la colonne vertébrale ferroviaire, ce sont des investissements qui vont s'échelonner sur 20 ans. Il y a une vision ferroviaire à 20 ans. Mais d'ici là, il y a une transition et il y a d'autres modèles de mobilité en parallèle à mettre en place avec les voitures partagées, avec des voitures légères, évidemment des voitures électriques, mais aussi la combinaison avec d'autres modes de transport. Et sur l'axe franco-belge, évidemment, il y a aussi une question de cohérence entre les systèmes existants. Qu'on habite d'un côté ou de l'autre de la frontière, ce serait dommage de ne pas pouvoir avoir accès aux mêmes services de vélos partagés, par exemple, ou de voitures à disposition des citoyens. La frontière ne doit pas être une frontière bloquante pour l'usage de ces différents types de moyens alternatifs. Et donc, c'est aussi un des enjeux super intéressants, mais je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a encore d'autres questions. Effectivement, merci Nicolas pour ça. Et, une question peut-être qui s'adresse en particulier à toi, du fait de ton implication avec Georges sur la gestion de la SNCB, donc des trains, c'est la question de l'aménagement, ce dont parlait, je pense, tout à l'heure Karima, mais aussi Philippe, la question de l'aménagement des gares, d'une part la question de sécurité, mais aussi la question des personnes à mobilité réduite, des PMR, et aussi une autre question sur laquelle aussi probablement Karima a des éléments, c'est la question de, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, comment peut-on encourager la multimodalité à travers le train, et donc la question de l'accès des vélos au train. Est-ce qu'il y a des vrais plans, même à l'échelle européenne? Mais déjà, qu'est-ce qui se passe côté SNCB? Si tu as des éléments là-dessus, Nicolas, sur ces différents points. Oui, ben, en fait, ce qui a été dit par rapport aux horaires le week-end, mais aussi par rapport à la question des PMR et des vélos, c'est la même thématique, c'est la question de l'accessibilité et le renforcement de l'accessibilité du rail et le pouvoir aussi attirer de nouveaux publics. On ne veut pas se contenter d'améliorer pour les nafteurs actuellement, c'est important d'apporter des solutions aux personnes qui utilisent quotidiennement le rail, mais on veut aussi essayer d'attirer une nouvelle clientèle. Et donc, toutes ces questions sont liées. Donc, dans l'ordre maintenant, concernant l'accessibilité des PMR, très clairement, ben, on vient de voter au niveau du Parlement fédéral une proposition de résolution par rapport à des demandes à adresser à la SNCB. Dans l'accord de gouvernement, il y a des engagements très ambitieux sur le sujet. Et c'est une thématique où il y a différents angles et différents leviers qui doivent être actionnés en même temps. Des enjeux à moyen et long terme sur la question des gares accessibles. En Belgique, on a une différence dans un grand nombre de gares entre la hauteur des quais et la hauteur des marches. Et donc là, progressivement, il faut adapter les quais et tout nouveau matériel roulant doit être garantir l'autonomie des personnes PMR. Donc ça, il y a des enjeux qui sont balisés aux horizons 2025-2030, mais ça va prendre longtemps parce que c'est une question qui a été négligée aussi et dont on a aussi l'héritage du passé auquel on doit faire face. À court terme, il y a aussi la question de l'accompagnement, l'assistance des personnes à mobilité réduite qui est très importante. Et donc, il y a un certain nombre de freins qui sont aujourd'hui, dont sont victimes aujourd'hui les personnes à mobilité réduite. Par exemple, dans un grand nombre de gares, il faut réserver 24 heures à l'avance pour pouvoir disposer d'une assistance. Nous demandons aussi à la SNCD de pouvoir réduire les délais de réservation, de pouvoir avoir un accès à l'information au système de réservation qui tienne compte de tous les types de handicap. Et à côté, par rapport à ce travail-là, nous avons demandé, et c'est dans l'ordre de mission de la SNCB qui s'est engagé à travailler différemment. On a parlé de rupture de gouvernance tout à l'heure, Karima, mais c'est aussi la manière dont l'entité ferroviaire va travailler dans les années à venir avec les associations d'usagers, notamment les PMR, sur cet enjeu-là. Et sur les questions de vélo, pour faire la transition, c'est aussi un des axes importants. Et sur les questions de complémentarité entre le rail et le vélo. Là aussi, il faut travailler avec les associations de terrain,
et les leviers sont multiples. Donc, il faut savoir que d'ici cet été, donc très concrètement, la SNCB va dévoiler une nouvelle stratégie avec des ambitions rehaussées pour le vélo. Cette stratégie est tout en train d'être discutée avec le cabinet du ministre. On a aussi été actif au niveau du Parlement sur le sujet. Et cette stratégie est intégrale. Donc, elle prévoit à la fois un renforcement des parkings, enfin des stationnements vélos, des stationnements classiques, mais aussi des stationnements sécurisés, tenant compte de l'évolution du type de vélo qu'on utilise, les vélos assistance électrique par exemple, ou les vélos cargo. Elle tient compte de l'achat ou de la rénovation de matériel roulant qui doivent être intégrés plus de place dans les trains pour être porté, je pense que c'est 8, l'ambition au niveau belge. Mais le gros doit surtout se diriger vers les investissements dans le stationnement, je pense. Et puis, il y a une révision aussi de la tarification qui doit être beaucoup plus attractive pour les cyclistes qui prennent le vélo dans le train. Et là, je fais la jonction avec ce que Karima a dit tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un grand potentiel au niveau touristique, effectivement. Les connexions de week-end ou prendre le train pour aller s'aérer chez nous, que ce soit dans les Fagnes ou à la mer du Nord, c'est très important. Il faut faciliter cela. Et donc, la question de la tarification, qui est aujourd'hui forfaitaire, et qui parfois ça coûte plus cher de prendre son vélo que simplement le prix du billet entre deux gares. Cela doit être revu et je pense que on est sur la bonne voie avec un travail aussi avec des acteurs de la mobilité cyclables, donc qui sont aussi qui travaillent aussi sur ces enjeux. Et là aussi, il y a beaucoup de potentiel, je pense, parce que la crise du Covid nous a montré que les gens aussi avaient envie de redécouvrir nos belles Absolument. régions. Absolument. C'est aussi un des enjeux. Absolument, Nicolas. Non, tu as tout à fait raison. Nous, on l'observe vraiment, en fait. Mais je pense chacune à notre niveau de bassin de vie, finalement. Mais nous, moi, je vous parle depuis Bruxelles, ici. La crise du Covid nous démontre ô combien les Bruxellois, Françaises résidant ici, modifient totalement leur façon de vivre, ont une autre relation avec la proximité et avec les territoires qui nous entourent, et aussi une autre façon de vivre le tourisme. Et on redécouvre. Et évidemment que l'Interland ou le pays arrière, si je puis dire, de nos bassins de vie que représentent certains territoires du Nord, en particulier, je pense à l'Avesnois, par exemple, qui est formidable, Karima, formidable région, mais aussi, évidemment, juste de l'autre côté de la frontière, du côté de Givet, ou la botte du Hainaut, de Chimay, c'est magnifique. Et donc, on modifie notre rapport au territoire, nos façons de vivre, et pour ça, la mobilité est évidemment cruciale. On approche doucement de la fin de cette discussion, mais j'ai encore 2-3 éléments. La question des PMR, merci beaucoup Nicolas de tous ces éléments. Elle est aussi très importante pour la communauté des Françaises et des Français de Belgique, parce qu'il y a une particularité. Il y a effectivement beaucoup de populations, enfin un certain nombre de populations qui viennent en Belgique, de Françaises et de Français aussi, en fait, parce que le système belge accueille souvent différemment les populations qui ont des handicaps. Et c'est aussi une question particulièrement importante et évidemment sont liées à ça, la question de la mobilité. Merci de l'avoir abordé. Karima, j'avais des questions directement pour toi, mais aussi qui vont concerner Philippe. C'est la question des fameuses lignes, celles qui ont été fermées durant toutes ces années, que ce soit les trains de nuit, mais aussi les lignes interrégionales. On parlait de l'Avesnois, par exemple. Qu'en est-il de ton côté? Et ça, c'est une question qui arrive de Laurent, d'une connexion en particulier qui est celle, je vais y arriver, de Mons-Valenciennes, par exemple, ou bien même celle de Dinan-Givet. Ça vous dit quoi? Quand est-ce qu'on s'y met? Quand est-ce qu'on les réouvre, ces gares et ces lignes? Karima, Philippe. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur les personnes en situation de handicap, puisqu'on a fait un très bon travail au niveau du droit des passagers au niveau européen, qui maintenant donne l'obligation, notamment aux opérateurs et aux États membres, de vraiment respecter les personnes en situation de handicap.
Vous savez, c'était difficile pour elle. Il fallait absolument appeler 72 heures avant, voire 3 jours avant, pour qu'elle puisse prendre le train, etc. Maintenant, c'est terminé. Il faut qu'on les considère comme des personnes, comme tout citoyen européen ayant les mêmes droits. Donc, ça, c'est gagné. Et donc, on sera très vigilant sur ça dans les années à venir. Sur la question des nouvelles lignes, eh ben, moi, j'ai hâte d'être à la tête de cette région des Hauts-de-France, notamment pour inviter Nicolas, Philippe, pour qu'on travaille ensemble sur la réouverture des lignes. Je pense qu'on parle beaucoup du couple franco-allemand, que j'aime beaucoup, mais on parle un peu moins du couple franco-belge. Et donc, il va falloir, oui, je pense que dès mon arrivée en fonction, en tout cas j'espère, ça va être dur, hein, je vous le dis, mais on va y arriver. Je pense qu'on peut presque faire sur ces questions-là une convention totalement nouvelle, ce serait une convention franco-belge avec des citoyens belges, des citoyens français, pour dire alors notre priorité, on ouvre quelle ligne, et de se dire que durant la mandature, au moins symboliquement, on puisse ouvrir ces lignes. Je trouve que ce serait symboliquement très fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Philippe, mais en tout cas, ce serait un très beau projet que nous pourrons porter tous ensemble. Je laisserai peut-être Nicolas compléter parce que c'est surtout la compétence fédérale et évidemment c'est Georges qui est en charge de cette matière. Si ce n'était pas un autre ministre écologiste, je m'en occuperais encore beaucoup plus, mais maintenant c'est évidemment lui qui est surtout en charge de cette matière-là. Parce que je dois vous dire que évidemment que comme ministre de la Mobilité wallon, j'ai aussi suivi les projets ferroviaires et notamment avant l'arrivée de Georges. Évidemment, nous avions aussi cette attention au ferroviaire, même si c'est une compétence fédérale, donc chez nous, parce que c'est très structurant de la mobilité. Alors, effectivement, les lignes que tu cites, Karima, ce serait très sympa, effectivement, d'avoir une discussion certainement locale et citoyenne avec les différents projets et d'envisager ce qui est possible. D'ailleurs, Nicolas a parlé déjà tout à l'heure de Mons-Valenciennes. Je pense que c'est à l'étude, certainement. Pour ce qui concerne Dinan-Givet, je sais également, à mon niveau, qu'il y a des attentes très fortes aussi du côté wallon dans les communes concernées, etc. Après, la difficulté, c'est qu'évidemment, ce sont des coûts importants, surtout quand les lignes ont été fermées depuis très longtemps, hein, où il y a donc des dégradations, des modernisations très importantes en termes d'investissement. Il faut prévoir évidemment l'investissement, il faut prévoir aussi les moyens d'exploitation. Et c'est sûr que là, je vais plaider pour le rôle de Georges, qui n'est pas facile non plus, c'est qu'évidemment, il y a des demandes de cet ordre-là un peu partout en Wallonie et qu'il faut, il faut pouvoir faire des choix d'investissement les plus pertinents possibles, qui soient efficaces aussi en termes de mobilité. Mais ça fait partie des projets clairement qui sont, sur lesquels nous avons nous-mêmes beaucoup de questions des communes et des citoyens. Je ne sais pas si Nicolas a d'autres éléments. Je vais juste terminer en complétant sur le fait qu'il y a aussi des questions évidemment cyclables, en tout cas sur les trajets entre les communes qui ne sont pas nécessairement extrêmement éloignées. Il y a, dans le cadre d'une discussion de type citoyen, je pense que cet élément-là serait aussi très, très important parce que parfois on est surpris. D'abord, c'est des budgets forcément beaucoup moins importants. Et puis, on est parfois surpris de ce qui peut ressortir des discussions citoyennes, c'est-à-dire en termes de confort, de sécurité, de perception, d'aménagement, etc. Parfois, sans discuter avec les citoyens, on ne mesure pas bien les problèmes, on ne trouve pas les bonnes solutions pour faciliter l'usage notamment du vélo, que ce soit pour le tourisme ou que ce soit pour les déplacements utilitaires. Mais donc, s'il y avait une discussion plus large citoyenne, certainement que ces questions-là pourraient être facilement abordées. Oui. Nicolas, vas-y. Mais concernant Mons-Valenciennes, pour être très concret, du côté belge, les budgets sont prévus. Et l'ambition, c'est que la réalisation de cette connexion entre Mons et Valenciennes soit vraiment la première réalisation d'une nouvelle époque pour la collaboration transfrontalière au niveau ferroviaire. Et donc ça, c'est très clair que c'est un des enjeux prioritaires à court terme parce qu'il est faisable du côté belge. Et donc le dialogue va se poursuivre avec des échéances très rapides dans le temps avec la France, mais il y a une vraie volonté que ce soit le premier jalon d'un redéploiement des lignes ferroviaires transfrontalières. Donc ça, c'est pour être très concret. Concernant
concernant Dinan, j'y vais, mais plus globalement par rapport aux questions de mobilité transfrontalière, et évidemment, il y a tout l'axe avec la France, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux avec le Luxembourg et les Pays-Bas nous concernant. Mais c'est clair que là, on s'inscrit aussi dans une vision à 20 ans et qu'on devra voir progressivement comment orienter les budgets pour relever nos ambitions et que chaque projet mérite d'être étudié et de pouvoir être investi. Et je me réjouis que du côté belge, le plan de relance via l'Europe qu'on a mentionné, mais 1 € sur 4 de ce plan de relance soit affecté aux questions de mobilité. Et je pense que la Belgique a été épinglée positivement au niveau européen par le caractère vert de ce plan de relance. Mais c'est ça aussi l'action des écologistes dans les différents gouvernements, c'est de pouvoir orienter tous les moyens budgétaires pour réussir la transition écologique de notre société. Et comme Karima l'a très bien dit, c'est une transition écologique pour des questions d'environnement, de santé publique, mais aussi de justice sociale. Et c'est ça aussi qu'on doit faire pour être à la hauteur des enjeux de notre société. Et donc, au-delà de questions de mode de transport transfrontalier, il y a véritablement toute la logique derrière. Et je me réjouis d'entendre qu'on soit en raccord et aligné des deux côtés, non pas de la frontière linguistique, mais de la frontière entre nos deux États. Merci Nicolas. Effectivement, si le plan de relance a été particulièrement bien évalué à Bruxelles au niveau des autorités européennes, le plan de relance belge, oui, côté français, je crois qu'on n'en est pas encore là. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Poser la question, c'est y répondre. Quand je t'entendais aussi, enfin quand je vous entendais Karima et Philippe concernant les conventions citoyennes, mais oui, en voilà une belle idée, en voilà de beaux projets transfrontaliers, mais comme tu disais Karima, la frontière c'est évidemment c'est dans les têtes et elle a tendance à disparaître et tant mieux. Et ça, pour Philippe qui vient de lancer sa propre convention citoyenne, hein, n'est-ce pas Philippe, en Wallonie, sur les questions de climat, félicitations à toi. Tu as une sacrée responsabilité par rapport à ça et on te suivra, on t'accompagnera. Vous avez vu, hein, en France, c'est quasiment un fiasco, cette convention citoyenne. Je ne vais pas revenir là-dessus. On manifestait ce week-end à Lille, à Bruxelles aussi, pour le dénoncer. On le regrette bien évidemment. Mais voilà un beau projet, Karima. On a voulu tirer les leçons aussi de ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire ne pas laisser croire non plus n'importe quoi, mais faire vraiment un partenariat avec les citoyens, donc un panel citoyen qui a démarré effectivement il y a quelques semaines et qui va travailler pendant plusieurs mois, mais avec aussi d'autres intervenants, des experts, le Parlement, etc. Et un engagement vis-à-vis des citoyens d'analyser toutes leurs propositions et de répondre à toutes les propositions, de justifier ce qui serait pris, ce qui ne s'est pas pris et de les transmettre à toutes les autorités, mais sans non plus dire que ça remplaçait le Parlement ou le gouvernement, ce qui n'est jamais le cas non plus et ce qui n'est pas très sérieux comme manière de présenter les choses. Et donc, je pense que voilà, c'est une expérience, effectivement, une grosse responsabilité, mais nous espérons bien qu'elle va nous aider à élaborer notre plan climat 55% d'ici début de l'année prochaine. Alors, ouais, merci pour les précisions, Philippe. Et peut-être que ce sera l'occasion, quand Karima, tu seras à la tête des Hauts-de-France. Nous, très modestement, conseillers consulaires, si on peut participer à ce rapprochement et au développement d'une convention citoyenne transnationale, pour le coup, ce serait absolument formidable. Et donc voilà. En tout cas, je pense qu'on est arrivé au bout de cette belle discussion sur une thématique qui nous est très chère et qui démontre encore une fois, s'il est encore besoin, combien est-ce qu'il y a nécessité qu'on bosse tous ensemble. Vous, évidemment, dans vos postes exécutifs, nous, futurs conseillers consulaires, c'est pas du tout la même échelle, mais on a été très heureux, et là je parle aussi pour mes collègues, les 21 membres de notre liste, ainsi que Léa Charlet, ma collègue co-tête de liste, très heureux de faciliter cet événement, cette rencontre, cette soirée. Notre campagne va s'achever d'ici 15 bons jours. On aura d'autres rendez-vous avec d'autres collègues, amis, d'écolos en particulier. Merci encore pour tout le soutien que le parti et que tous ces mandataires nous apportent. C'est extrêmement précieux. Et donc, on peut se donner déjà rendez-vous la semaine prochaine, le lundi 17 à 20 h. Une très belle soirée dédiée à l'entrepreneuriat, à l'innovation, avec la secrétaire d'État
d'État Barbara Tract, secrétaire d'État bruxelloise. On aura des super invités françaises et français. Je pense en particulier au PDG d'une société que je pense vous connaissez toutes et tous, qui est la société, la brasserie Brussels Beer Project. Et donc, ben, voilà, c'est une superbe histoire. Un Belge, un Français qui se rencontrent, qui développent une nouvelle bière ensemble et qui cartonne around the world. Et donc, Sébastien Morvan sera avec nous lundi prochain. Et puis, je pense aussi à un autre rendez-vous le jeudi 20 mai avec une autre ministre sur un autre sujet qui nous tient extrêmement à cœur, c'est le sujet de la culture. Avec donc ta collègue Philippe, avec Bénédicte Linard, ministre wallonne et des communautés françaises sur les questions de culture. On passera la soirée ensemble sur les questions, sur ces enjeux-là de culture dans le monde de demain. Donc on a une série de rendez-vous, mais Karima, j'en suis certain, tu as aussi toutes tes soirées ultra bookées, tes journées. J'espère que tu arrives encore un petit peu à dormir. Mais tout ça pour dire qu'on viendra t'aider avec très volontiers, une fois que nous on a terminé le 30 mai, à ta disposition. Pour venir te rencontrer et sensibiliser les frontaliers, mais pas que, sur l'île ou ailleurs. Avec grand plaisir. En tout cas, voilà, le premier tour, c'est le 1er juin. Je pense qu'on a besoin de tout le monde et je crois il est temps d'avoir une présidente à la tête de cette région des Hauts-de-France, voilà, qui soit écolo, mais qui soit surtout, comme mes collègues Nicolas et Philippe, on a à bras le corps de changer réellement, concrètement la vie des gens et de faire du bien à la planète, et on en a besoin. Super. Merci beaucoup encore à tous les trois. Merci à vous. C'était top. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup. Et beaucoup de succès. Salut. Merci.